Bonsoir. Donc ce soir, ce que je vous propose, du coup là j'ai mon ordi devant moi, je pourrais lire vos commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez poser des questions sur l'origine émotionnelle des maladies, sur des maladies en particulier, sur vous, si vous vous dites, bah ouais je suis stressé, machin, ça fait tant de temps que ça dure, ou vous avez tel problème, ok. On peut parler de transgénérationnel, de psychogénéalogie, de liens karmiques, de comment s'exprime chez une personne une loyauté envers un ancêtre. J'aurai un petit exemple tout à l'heure, parce que j'ai une personne cet après-midi qui s'est libérée de ça. Et puis, si vous avez des questions sur les constellations familiales systémiques, eh bien allez-y, n'hésitez pas. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est vous, quelque part, qui allez agrémenter la soirée. Moi, j'ai 2-3 sujets à vous proposer, notamment celui de la dépression. Et par rapport à ce que j'ai pu vivre cet été, parce que ça a été vraiment une approche et tout un tas de réflexions qui sont venues, dans le sens où euh, c'est se surpasser. En quoi se surpasser, ça peut énormément nous apporter. Et c'est toute une réflexion parce que je dirais que moi, me surpasser, je l'ai surtout vécu quand j'étais plus jeune en randonnée, adolescent, je dirais. C'est-à-dire aller au-delà de mes limites, ne pas écouter mon corps et aller au-delà des limites. Et quand on a fait ça, et quand éventuellement on a vécu un grand événement où on a, grâce au fait de se surpasser, on a pu vivre quelque chose d'assez extraordinaire, eh bien quelque part ça nous nourrit. On a un repère sur quelque chose où on peut se dire je peux être fier de ça. Alors, la fierté et l'orgueil, c'est deux choses complètement différentes. Mais là c'est vraiment de la fierté. C'est-à-dire que ouais, je me suis prouvé à moi-même que, ça me nourrit. Voilà. Mais je vais revenir après. Donc, je voulais vous parler de la dépression ou des états dépressifs parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me consulter. Et en fait, leur médecin leur a prescrit un antidépresseur. Et puis, quand elles viennent me consulter, quelque part, je me connecte aux personnes. Et en fait, elles ne sont pas du tout dans une énergie de dépression. C'est plus vraiment une très grosse fatigue intellectuelle, émotionnelle. En fait, c'est comme si, quelque part, elles n'en pouvaient plus, elles saturaient. Voilà, il y a une sorte de saturation qui est là. Et c'est pas une dépression. Et donc, elles viennent, et quelque part, elles se libèrent de cet état énergétique-là où elles sont basses, et très souvent, en fait, ça ne leur appartient pas. C'est comme si, quelque part, elles s'étaient faites vider de leur énergie, ou en tout cas, il y avait quelque chose qui avait une emprise sur elles et qui les vidait de leur énergie. Alors, c'est pour ça que l'exemple que je vais vous donner, c'est j'ai une personne qui vient me consulter, elle n'est pas du tout dépressive, mais je lui dis, c'est comme si tu étais endormi. C'est comme si tu étais endormi. Voilà. Et je me mets devant elle et je lui représente son énergie. C'est-à-dire que j'étais debout, comme mou, et la tête baissée. Je lui dis, mais c'est comme si on venait m'appuyer sur la tête et en gros, je pourrais m'enfoncer dans le sol, quoi. Sauf que cette énergie-là ne lui appartenait pas. Je lui dis, c'est pas toi c'est toi qui incarne ça, c'est toi qui vis ça physiquement et dans ton état énergétique, émotionnel, mais ce n'est pas à toi. Donc là, c'est le principe des constellations familiales et systémiques, parce que du coup, je me dis, ok, qu'est-ce qui l'influence comme ça? Alors je lui dis, il y a l'énergie de ta mère, en fait. Sa mère qui est peut-être, elle, plutôt dépressive, et qui en tout cas va pas, je veux dire, son moral n'est pas au top. Et en fait, mère et fille, quelque part, les liens sont assez forts, sont même plutôt très forts. Et ce qui se passe, c'est que du coup, la personne qui me consulte, c'est la fille, et donc elle est en loyauté avec sa mère, avec l'énergie de sa mère. Je lui dis, ok, j'imagine que je me libère de l'énergie qui t'influence venant de ta mère. Et déjà, je me sens un peu mieux, et je lui dis, ok, ce que je perçois, c'est que ces origines-là, de se sentir endormi et plus de mouvement, quoi. C'est comme s'il y avait une rupture avec la vie, mais je reviendrai avec la vraie dépression. Eh bien, je lui dis, ok, là, je m'imagine que je me libère de l'influence d'ancêtres qui ont vécu certainement des choses, mais toi, en fait, tu es directement en loyauté avec ces ancêtres-là, et ton énergie à toi est sous l'emprise de ça. Et là, ce que je lui dis, c'est comme si tu avais une ancêtre qui était devant toi, qui est à genoux devant toi, et qui te supplie, qui te prie d'éviter ça, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Et donc, la magie des constellations, c'est de pouvoir faire en sorte que la personne se libère de l'influence de l'ancêtre qui est là devant elle. Il y a comme un dialogue, un discours qui se fait avec cet ancêtre que j'incarne moi. Il y a toute une partie verbalisation, et petit à petit, on sort l'ancêtre de ce scénario dramatique qu'il vit là. On le sort de tous ses stress, de tous ses sentiments d'insécurité, de manière à ce qu'il y ait plus de paix en lui. Ce qui fait que même si la personne qui est en loyauté avec l'ancêtre, est toujours en loyauté avec l'ancêtre
cet ancêtre étant dans une énergie de paix, la personne est influencée par une énergie de paix. Elle n'est plus du tout influencée par une énergie de tristesse, de colère, etc. Et donc après on va plus loin, c'est-à-dire que l'ancêtre, en fait, on le fait, je dirais, ce qu'on appelle un passage d'âme. Et donc on permet à l'ancêtre eh bien, de se libérer de la personne, et on permet à la personne de se libérer de l'influence de l'ancêtre. Et après, cet ancêtre, on va dire qu'il va dans l'au-delà. Hein, voilà, chacun à sa place, mais il n'y avait plus rien à faire ici. Et petit à petit, en évoluant comme ça, en libérant la personne de l'influence d'ancêtre, de l'influence de son parent, je peux vous dire que d'un état où je me sens endormi et on m'appuie dessus, j'ai la tête basse, hop, mécaniquement, je me redresse. Et ça va mieux, je suis beaucoup plus détendu. Donc c'est ça qui est énorme, c'est-à-dire que cette personne-là pourrait prendre 3,5 kg de médicaments par jour pour être dans un état de mieux-être, tant que la problématique ne vient pas directement d'elle, qu'en grosse partie, eh bien, c'est l'influence du système ou de sa famille, et bien, tant qu'on n'a pas fait un travail là-dessus, en fait, la personne ne peut pas en sortir. Et c'est là où j'en reviens avec la dépression. Une personne qui est vraiment dépressive, en décodage biologique des maladies, on va interpréter ça, la cause principale d'une dépression chez une personne, c'est ce qu'on appelle une perte de territoire. Et donc ça n'arrivera pas chez tout le monde en fait d'être dans un état dépressif suite à une perte de territoire. Vous avez des personnes qui, lorsqu'elles vont perdre un territoire, eh bien en fait, elles vont avoir plutôt un comportement maniaque. Et puis il y en a d'autres, c'est un état dépressif. Hein. Tout dépend des personnes, mais si vous venez à la formation décodage biologique des maladies qui commence au mois d'octobre, vous avez toutes les infos sur mon site internet boostez-vous.fr, eh bien vous allez comprendre et apprendre pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent être beaucoup plus maniaques et des personnes qui peuvent être dépressives lorsqu'il y a une perte de territoire. Alors, le territoire, chez nous les humains, c'est un domaine qui est très très vaste. Ça peut être lorsque la personne est dans le ventre de maman, il y a un jumeau qui est là, et le jumeau, malheureusement, il ne vit pas très longtemps, et il part, il décède. Eh bien, la relation fusionnelle que pouvaient avoir les deux êtres dans le ventre de maman, eh bien, celui qui reste, ça peut déjà lui conditionner, créer un terreau qui va être propice à la dépression plus tard à l'âge adulte. C'est-à-dire que là, le fait de perdre l'être, puisque je vous dis c'est vraiment une relation fusionnelle, le fait de perdre l'être cher à l'état fœtal, il n'y a pas besoin d'avoir plusieurs semaines ou plusieurs mois dans le ventre de maman, c'est vraiment, ça peut être juste quelques jours. Eh bien, le fait de perdre ce territoire, ça fait partie du territoire, eh bien, ça va conditionner, ça peut conditionner, je ne dis pas que ça va, mais ça peut conditionner une dépression. Et ça peut conditionner plein d'autres choses, évidemment. C'est ce qu'on appelle le syndrome du jumeau perdu. Donc ça peut commencer là. Ça peut aussi commencer, maman donne naissance à bébé, et en fait, elle est obligée d'avoir une anesthésie générale, parce qu'il va y avoir une césarienne par exemple. Et donc bébé va sortir du ventre de maman, et là, à ce moment-là, c'est pareil, bébé peut très bien se dire, je me sens seul. Il n'y a plus personne avec moi, et j'ai perdu maman. Parce qu'en fait, il y a une perte de contact physique, mais sensitive et émotionnelle avec maman. Maman ne m'aime plus à cet instant-là. Oui, parce qu'en fait, maman, c'est pas qu'elle n'aime plus son enfant, c'est qu'elle est déconnectée de son enfant parce qu'elle est sous anesthésie générale. Mais bébé qui a vécu 9 mois dans le ventre de maman, lui, c'est très compliqué pour lui de gérer le fait d'être séparé aussi brutalement de maman. Donc, une naissance qui peut être un peu compliquée, un peu difficile, peut, là aussi, entraîner un terreau, créer un terreau fertile et qui va favoriser plus tard une dépression à l'âge adulte. Ce qui peut aussi favoriser une dépression à l'âge adulte, c'est l'enfant qui a un petit animal domestique, ça peut être un chien, un chat, une tortue, un lapin, un doudou, un animal donc, ou un objet qui lui est précieux et qu'il va perdre. Et bien là aussi, pour l'enfant, ça va être une perte de territoire. Et ça aussi, ça peut conditionner, je pèse bien mes mots, je ne dis pas que ça va, mais ça peut conditionner chez l'enfant, eh bien, ce terreau, une fois de plus, va être propice à un état dépressif. Donc il y a tout un tas de choses qui, lors de l'enfance, peuvent aussi, je dirais, entraîner cet état dépressif. Ça peut très bien être un changement d'école qui est mal vécu. Ça peut très bien être aussi grand frère ou grande sœur qui avait 5, 6, 7 ans, 10 ans de plus que l'enfant et qui quitte le foyer parce que soit il part faire des études, soit parce que ça se passe mal dans la famille, du coup il quitte le foyer, il quitte le logement. Et là c'est pareil, l'enfant qui est là peut vivre un état dépressif. Hein. J'en ai déjà parlé lors d'un live, mais je connais une personne qui en 2 ans a pris 20 kilos. Voilà, blessure d'abandon.
elle s'est pris 20 kilos, la blessure d'abandon, ça peut entraîner en effet du surpoids. Beaucoup de personnes qui sont en surpoids vont vivre sous le joug de cette blessure d'abandon. Le domaine du territoire, c'est très large, dans le sens où ça peut, vous, à l'âge adulte, après, qu'est-ce qui peut conditionner en fait un état dépressif? Eh bien, généralement, on va rejoindre un peu ce que la personne a vécu pendant l'enfance, la perte de territoire, mais c'est surtout le deuil qui n'a pas été fait. C'est-à-dire que tous les deuils qui n'auront pas été, je dirais, digérés à 100%, peuvent provoquer un état dépressif. Je m'explique. Le deuil, c'est j'ai quitté un emploi que j'aimais beaucoup et je n'ai pas eu le choix. On a déménagé avec mon mari, avec ma femme. J'ai perdu mon emploi, perte de territoire. Ça peut être donc un deuil. Donc je n'ai pas fait le deuil de cette perte d'emploi que j'aimais beaucoup. Ça peut être aussi, là aussi, hein, la perte d'un animal domestique. Chez des personnes, voilà, la perte de leur chien, c'était leur enfant et c'est impossible à surmonter. Alors elles enfouissent ça au fond de leur inconscient. Mais à un moment ou à un autre, ça risque de ressortir avec un état dépressif. Ça peut en tout cas. Évidemment, ça peut être un deuil par rapport à vraiment l'enfant, ça peut être par rapport à un parent, ça peut être tout un tas de choses. Et ce qui se passe aussi, c'est que des fois, ce qui ressort, c'est que vous avez une personne qui est dans un état dépressif, mais en fait, c'est parce que quand elle était dans le ventre de sa mère, les parents ont vécu un deuil, le deuil d'un proche. Donc ça peut être dû à un accident, certaines personnes, c'est des suicides. Mais donc en fait, les parents, eux, alors maman est enceinte, hein, et les parents, eux, vivent ça de manière dramatique, évidemment, parce que c'est quelqu'un de très proche, mais l'enfant va faire éponge avec l'état émotionnel des parents, et là aussi, ça peut conditionner un état dépressif plus tard. Donc l'état dépressif, si vous comprenez bien, cette perte de territoire, elle peut dater de l'âge adulte, mais elle peut dater de bien plus tôt. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'appartient pas forcément à la personne. Elle peut appartenir à des proches, mais l'enfant a fait éponge avec l'émotion des proches. Donc c'est pas aussi simple que ça à déprogrammer, mais on y arrive. La kinésio y arrive très bien aussi. Hein. Je pense que certaines techniques d'hypnose peuvent y arriver, la PNL aussi, et les constellations familiales systémiques. Il n'y a pas que moi qui ai une technique thérapeutique pour déprogrammer les dépressions, il en existe plein d'autres. Et j'en oublie sûrement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que quand on met le doigt sur cette notion de territoire, de deuil à faire, eh bien forcément, on ne va pas agir que sur l'état dépressif de la personne, on va vraiment agir sur quelque part aussi sur l'identité de la personne, parce que la personne, au fond d'elle-même, quelque part, s'était identifiée à cet état de mal-être. Ça m'appartient, c'est moi. C'est normal que je vive dans cette énergie-là, dans cette énergie basse qui est là. Mais en fait, non. C'est pas ton état normal. C'est juste un état qui est conditionné par un choc émotionnel, par un surstress, dû à une perte de territoire, dû à un deuil qui n'a pas été fait. Voilà par exemple. Donc aussi, les deuils, ça peut très bien être une séparation dans une relation amoureuse. Ça peut être un enfant qui renie ses parents. Ça arrive malheureusement très souvent, c'est-à-dire que l'enfant ne s'entend plus avec ses parents et donc décide de leur faire la gueule, quoi. Et donc il donne pas de nouvelles et puis et ça peut entraîner un état dépressif chez un ou les parents. Et là où je vais aller plus loin, c'est que cet été, donc j'ai emmené en mois de juillet un groupe de 5 personnes à Cauterets. Donc en gros, un jour sur deux, on faisait une randonnée. Alors à Cauterets, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent, mais je commence à connaître assez bien la commune et puis les environs. Et donc en fait, on a des randonnées que je juge relativement faciles, qui ne sont pas techniques en tout cas, qui peuvent être un peu longues physiquement pour certaines personnes, mais qui techniquement ne demandent pas de connaissances ou en tout cas d'aptitudes particulières. Et donc c'est des randonnées plutôt faciles qu'on va faire sur la journée, c'est-à-dire qu'on va marcher pendant 2, 3, 4 heures à l'aller, et au retour c'est pareil, on va redescendre pendant 2, 3, 4 heures. Donc évidemment ça vient travailler sur le physique. Mais ce qui est intéressant, c'est que les 5 personnes qui étaient là, c'est pas des personnes qui sont sportives, qui font du sport tous les jours et qui sont ultra sportives. Absolument pas, quoi. C'est des personnes, limite, elles peuvent marcher, elles peuvent faire de la randonnée, puis il y en a certaines qui ne font absolument rien. Mais elles sont venues la semaine, et je vous dis, un jour sur deux, on a randonné, et on regardait les kilomètres et le nombre de pas qu'on faisait par jour. Alors je ne sais plus de mémoire, c'était 15, 20 kilomètres par jour à peu près. Mais c'est pas sur du plat, hein, il y a la montée et il y a la descente. Mais ce qui est génial, c'est que tout le monde a tenu le rythme, tout le monde a pris du plaisir à randonner. Alors après, il y avait le phénomène de groupe, évidemment. Mais ce qui est génial, c'est que je leur ai fait remarquer à ces personnes-là, c'est que quelque part, elles sont allées au-delà de leurs limites pendant une semaine.
Parce qu'en fait, quelque part, leur corps, leurs organismes n'étaient pas du tout ni préparés, ni habitués à ce genre d'effort physique. Et ce qui se passe, c'est que il y avait 2-3 personnes qui, dans les montées, ouais, ça tirait la langue, c'était compliqué, mais il n'y a pas de problème, je m'écoute, j'avance à mon rythme, et j'irai jusqu'au bout. Et en effet, jusqu'au bout, ce qui avait de génial, c'est qu'on prenait le pique-nique, on prenait le temps de la sieste, on faisait des photos, on prenait du bon temps, puis après, hop, on descendait, puis le soir, on se faisait un bon repas. Mais ce qui est génial, c'est que quelque part, l'effort physique n'était pas là pour se dire « Ah, je fais de la muscu, je m'entraîne à faire du cardio ». Ce n'est pas un exercice physique qui est imposé dans le sens où je dois m'entretenir physiquement, je dois faire des efforts physiques, voilà, sans but particulier. Là, en fait, il y avait un but, c'est les paysages sont magnifiques, je suis avec le groupe, donc je marche avec le groupe, et au bout de la balade, en fait, on passe un bon moment, et il y a le pique-nique, et en fait, vous voyez, il y a toute l'ambiance qui va avec. Donc, en fait, il y avait les contraintes physiques parce que ce n'était pas forcément facile à grimper, en plus on avait chaud, donc je dirais que pour moi c'était plutôt la chaleur qui pénalisait, plus que l'intensité de l'effort, mais on est vraiment dans un effort physique qui a un but. Et c'est là où je reviens sur les personnes qui sont dans des états dépressifs, c'est-à-dire que demain, une personne qui est dans un état dépressif depuis peu de temps ou depuis très longtemps, si on lui déprogramme ses pertes de territoire. Si c'est une personne qui est dépressive depuis très longtemps, ça veut dire que quelque part son cerveau est calé là-dessus, sur cet état émotionnel, sur cet état énergétique. C'est-à-dire que la personne n'a même plus conscience qu'elle peut se dépasser. Elle n'a même plus conscience qu'elle peut fournir des efforts, elle n'a même plus conscience que quelque part son corps est en vie et peut avancer, lui permettre d'avancer, et il y a de la force en elle. Quelqu'un qui est dépressif, en fait, ne sent plus la force en elle. Il n'y a plus de force. Il y a de la force, mais elle n'y est plus connectée. Et donc, en fait, mois d'août, l'expérience a été d'entamer le Tour du Mont Blanc. Alors, c'est une autre expédition qu'Autrey, c'est-à-dire que le Tour du Mont Blanc, on part du principe qu'on va marcher pendant 9 jours, tous les soirs, on va bivouaquer à la Belle Étoile, et on part en autonomie totale, ou quasi totale. Et bien là, dans le cerveau donc on était 3. Alors, moi, je suis un amoureux de la montagne, donc en fait, dès que je sais que je pars en montagne, déjà, je suis dans un état où je suis content. Voilà, tu veux rendre le Pelletier content, tu lui mets une photo de montagne sous les yeux. Mais dans la démarche de faire le tour du Mont Blanc, quelque part, moi, ma motivation, c'était vraiment de prendre du plaisir et de passer un excellent moment à faire ce trekking-là. Et je me disais, on le fait entièrement ou pas, peu importe. De toute façon, je suis dans mon élément, dans les montagnes. Donc pour moi, ça pose aucun problème de tout faire, de ne pas faire tout le trek entièrement. Si on doit s'arrêter en cours de route, il n'y a pas de problème. Et le but de ça, en fait, c'est vraiment de passer un bon moment. Mais ce qui est génial, c'est que là, si demain une personne qui est dans un état dépressif, on lui met 15 kilos sur le dos, à peu près, et on lui dit, écoute, là on va randonner pendant quelques heures, et puis ce soir on va manger entre temps évidemment, mais ce soir, écoute, on se posera dans un endroit, la vue sera magnifique, on sera en plein milieu de la nature, déconnexion totale avec les réseaux téléphoniques, parce que là où on était, on ne captait rien, et tu vas juste profiter de l'instant présent. C'est-à-dire que tu vas profiter du fait qu'en effet, tu en as peut-être chié pendant une bonne partie de la journée, mais là, quand tu te poses, tu peux être content ou contente de toi, parce que regarde tout le chemin que tu as parcouru là. Généralement, en fait, on voyait tout le chemin qu'on avait parcouru dans la journée, même les 2 jours ou 3 jours précédents. Et en fait, ça permet vraiment un énorme lâcher-prise, et ça permet une énorme reconnexion à soi. Parce que quelqu'un qui est dans un état dépressif, c'est quelqu'un qui se dévalorise quasiment en permanence. Alors que là, c'est je me revalorise. À chaque pas que je fais, j'arrive à monter ou j'arrive à descendre, mais en fait, je suis en mouvement, je suis dans l'action, sous-entendu, je fais un effort physique, je fais du sport, et je ne le fais pas pour m'entretenir, je le fais parce que il y a cet impératif, oui, ce soir, à telle heure, à 16h ou 17h, on arrêtera de randonner, on installera le bivouac avec les toiles de tente, les sacs de couchage et tout ça, et puis on va prendre notre temps, on va grignoter, on va se poser, on va profiter du paysage, on va faire des photos. Mais vous comprenez que dans le cerveau de chaque personne qui fait un trek comme ça, il n'y a pas que l'effort physique qui compte, il y a l'engagement personnel qu'il y a derrière, c'est-à-dire, une fois de plus, comme à Cauterets, c'est je suis avec le groupe, il y a un objectif, ouais, je porte dans mon dos, je porte mes fringues, je porte mes accessoires de toilette, je porte peut-être un peu de bouffe, je vais porter mon sac de couchage, et en fait, je porte dans mon dos non pas
des poids qui me servent à rien, c'est je suis obligé de porter ça si je veux réussir à faire mon trek. Et c'est pas de manière anodine. C'est-à-dire que pour le cerveau, il y a un but. Je fais cet effort, mais ce n'est pas, je pédale pas dans le vide. Je suis pas en train de faire un footing autour d'un stade de foot, voilà, histoire de dire, bah, je cours pendant 1 heure et après je m'arrête. Il y a un but derrière et c'est hyper important. Et la réflexion que je me faisais aussi, c'est que jadis, nos ancêtres, eh bien en fait, ils faisaient beaucoup plus d'efforts physiques que nous, tout simplement parce que si on remonte à 100 ou 200 ans en arrière, la plupart de nos ancêtres à nous, là, je pense, euh, on était dans le monde agricole, ou on était dans le monde marchand. Alors il y en a peut-être, vous allez me dire, oui mais moi mes ancêtres, non, non, c'est des banquiers de père en fils. Ok, évidemment, il y a beaucoup moins d'efforts physiques. Mais je parle de nos ancêtres, à un moment ou un autre, on a eu des ancêtres qui étaient, je pense, forcément dans le monde agricole ou dans le monde marchand, c'est-à-dire que c'était des gens, il n'y a pas les voitures, donc pour les agriculteurs, c'était les bestiaux, c'était les bœufs, c'était les chevaux, fallait labourer le terrain, fallait aller ramasser les légumes, etc., etc., etc. Bon, je ne vais pas vous décrire la vie des paysans il y a 200 ans, mais si vous voulez, c'était des personnes qui étaient en permanence dans l'effort physique. Chose qu'aujourd'hui, on a, je dirais, quasiment complètement perdu cette notion-là, mais ils n'étaient pas dans un effort physique pour s'entretenir, ils étaient dans un effort physique parce qu'il y a un but derrière. Et ben ça, là aussi, ça change la donne. C'est-à-dire que l'effort physique n'est pas du tout vécu de la même façon. C'est je suis. Alors, c'est là on va retrouver le mot labor, laborer, qui vient du terme, qui donne le terme esclavage. Mais mon labeur, mon dur labeur, me permet de manger. Mon dur labeur me permet de récupérer de l'argent parce que je vais vendre des choses et ça va nourrir ma famille. Là, on ne parlait pas de loisirs à l'époque. Hein. Les gens ne partaient pas en vacances 2 à 3 ou 4 ou 5 semaines par an. C'était par nécessité de se nourrir soi, de nourrir la famille, de nourrir les enfants. C'est-à-dire que les besoins primaires, les besoins régaliens, étaient vraiment s'exprimer énormément là. Alors qu'aujourd'hui, on travaille, ça reste toujours du labeur, parce que pour beaucoup de personnes, en fait, elles sont exploitées, et quelque part, c'est presque de l'esclavagisme. Malheureusement, ça existe encore, c'est un esclavagisme moderne, qu'on le veuille ou pas. Mais donc, elles gagnent de l'argent pour s'acheter à manger. Mais à quel moment est-ce que je vais faire un effort physique? Et cet effort physique aura ce but, ce projet, eh bien, ça va me servir à quelque chose, ça va me servir dans ma vie. Et donc une personne dépressive, si on lui permet, parce que c'est une chance qu'elle peut avoir, de partir en trekking, en randonnée pendant 1 semaine, et bien dans sa tête, ce qui va se passer, c'est qu'elle se dit, je suis en mouvement, et inconsciemment, c'est pour assurer ma survie. C'est-à-dire que si je ne suis pas en mouvement, si je ne suis pas le parcours, si je ne fais pas la randonnée, eh ben, peut-être que ce soir, je ne vais pas manger, peut-être que ce soir, je ne vais pas pouvoir dormir où je veux, peut-être que ce soir, je ne pourrai pas me laver, peut-être que ce soir, je ne serai pas avec mes copains. Alors c'est-à-dire que vous allez me dire, on est vache quand même, on va pas le laisser en cours de route, tiens, débrouille-toi, tant pis, t'avances pas. C'est pas ça que je veux dire. C'est qu'il y a un but derrière, c'est qu'il y a une motivation derrière. Et ça, on peut tous l'avoir. Qu'on soit dépressif ou pas, évidemment. Mais une personne dépressive, on va forcément lui enclencher ce mode-là, ce mode automatique, c'est j'avance pour assurer ma survie, pour pouvoir continuer à. Et ça change complètement la donne pour moi dans le cerveau des personnes parce que du coup, il y a un intérêt, il y a un but à avancer dans la vie tout court, mais il y a un but à mettre un pied devant l'autre. Et donc, cette expérience-là, je me dis, en fait, sachant que là, les personnes, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui étaient la semaine dernière, mais je vous ai vraiment invité à vous abonner à la revue Néo Santé. Et donc, dans la revue Néo Santé, il y a des méta-analyses qui ont été faites. Et alors, attention, roulement de tambour, accrochez-vous bien à vos sièges. Les antidépresseurs ne servent à rien. Alors, c'est pas moi qui l'invente, c'est des méta-analyses qui le prouvent et qui le démontrent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les laboratoires vous vendent des médicaments, on vous vendrait des morceaux de sucre ou un bout de pain pour dire c'est un antidépresseur, ça ferait exactement le même effet. Donc en fait, les antidépresseurs, je vous le dis, c'est pas moi qui l'invente, c'est des méta-analyses, ça ne sert à rien. Par contre, moi je suis convaincu que si on libère la personne des états émotionnels qui ne lui appartiennent pas, donc qui peuvent l'influencer dans sa dépression, que ce soit les ancêtres, les parents, des deuils non faits, des deuils des parents non faits, etc., etc. Si on la libère de ces conditionnements à la dépression qui lui appartiennent, quand elle était enfant, quand elle est adulte, perte de territoire, on fait déjà un premier boulot. Mais après, une rééducation consisterait, pour moi,
à l'emmener en trekking, en randonnée, pour que son cerveau se dise « j'ai un but dans la vie, il faut que j'avance, j'ai pas le choix, et je suis dans l'effort, je suis entièrement connecté à mon corps ». Et beaucoup de personnes dépressives, mais pas que les dépressifs, beaucoup de personnes d'une manière générale sont déconnectées de leur corps. Elles ne savent pas écouter les ressentis corporels qu'elles peuvent avoir. Ça c'est pareil, ça s'apprend. Hein, c'est une sorte de rééducation qu'on peut faire. Mais donc ce qui est super intéressant, c'est que du coup je me suis dit, bah, peut-être qu'il pourrait être fait, c'est de créer une association dont le but consisterait, en partie, mais pas que pour ça, à emmener des personnes qui sont dans un état dépressif. On leur dit, tu es dépressif, ok, ça marche, tu sais marcher, ouais, bah tu vas marcher. Et là, je peux vous dire que quand vous randonnez, quand vous faites des ascensions, il y a un moment, vous pouvez être dans le mental encore les 1, 2, 3 premiers jours, vous pouvez ressasser, vous pouvez être dans le mental, ok, ça marche. Il y a un moment, ça déconnecte. C'est obligatoire. Il y a un moment, vous n'êtes plus là déconnecté de l'instant présent, vous vivez l'instant présent. Bah parce que tout simplement, vous vivez au travers de votre corps et vous vivez l'expérience. Et ça change tout. C'est-à-dire que c'est grâce à l'effort physique, grâce aussi à l'environnement de la nature dans lequel on baigne, parce que il ne faut pas se leurrer, l'énergie des lieux dans lesquels nous sommes nous influence. Et quand on est en pleine montagne, je peux vous dire que l'énergie est plutôt ultra positive, en forêt également aussi. Mais donc, au bout de 2-3 jours, il y a le mental qui déconnecte, et après, ça y est, la personne, elle s'ouvre à ce qu'elle est en train de vivre là. Alors, je ne dis pas que pour certaines personnes, ça sera difficile ces 2-3 premiers jours, parce qu'il peut y avoir des baisses de morale. Il peut y avoir de se dire, je n'y arriverai pas. Alors qu'en fait, la personne, fin de journée, on saura lui dire et lui répéter, t'as vu, t'y es arrivé. C'est génial, quoi. T'as su surmonter, t'as su te dépasser, le dépassement de soi, t'as su surmonter quelque part ce mental qui te disait, bah non, t'es fatigué, t'y arriveras pas, etc., etc. On arrive à dompter son mental négatif et à se dire, bah non, en fait, j'ai une ressource en moi qui fait que je peux aller au-delà de ça. Et en fait, on l'a tous. C'est juste qu'on s'y connecte quasiment jamais, mais on l'a tous. Et le fait d'être dans des efforts physiques, bah, peut-être parfois extrêmes pour certaines personnes, dans des efforts physiques comme ça, eh bien ça permet de se connecter à d'autres parties de soi-même et à se dire, ouais, j'ai une ressource, j'ai une capacité à me surmonter moi. Chose que dans la vie courante, on ne fait quasiment jamais. Et c'est important pour moi de pouvoir vivre ça. Alors, les personnes qui font des marathons, qui font des trails, des ultra-trails, c'est des personnes qui connaissent ces énergies-là, parce qu'il y a forcément un moment dans la course, il y a un point de côté, il y a une douleur, il y a quelque chose qui se pointe, et là la personne, il faut qu'elle se dise, bah ouais, mais il me reste encore 5-10 km à faire, et qu'est-ce que je fais de ça? Et bien là, à ce moment-là, la personne, c'est là où il faut qu'elle aille au-delà de ses limites. Et généralement, bah, elle va y aller. Mais évidemment, après, c'est une question, il y en a qui arrêtent des marathons en cours de route, évidemment, et c'est tout à leur honneur, parce qu'elles se respectent à ce moment-là. Mais c'est le dépassement de soi. Ce que je voulais vous partager ce soir, bah, par rapport aux dépressions, bah, c'est tout ça. Cette découverte que j'ai pu faire là, parce qu'en fait le trekking a duré 9 jours. Et on n'a pas fait tout le tour du Mont Blanc, on a quand même fait plus de 110 km. On a dû faire 8000 mètres de dénivelé positif et négatif, c'est pas rien, hein, dans les pattes ça commence à se sentir, mais c'est une excellente expérience. Et ce qui est génial, c'est que au moment où on s'est dit, ok, comme il va y avoir des orages, il y a le mauvais temps qui arrive, ça sert à rien de vouloir continuer parce que du coup, ça va vraiment nous gâcher l'instant parce qu'en fait, on a eu un magnifique temps pendant 7 jours. Eh bien, on a arrêté là, on a pris les navettes et puis on est rentré tranquillement là où on avait déposé le véhicule. Et ce qui est génial, c'est que quasiment au moment où on sait qu'on arrête de faire le trek, eh bien, vous avez l'énergie qui redescend, vous avez la fatigue qui arrive, et là, c'est d'un seul coup, ça s'écroule sur vous. Et ce qui veut bien dire que tant qu'on était à faire l'effort là pendant les 7 jours, l'énergie était au taquet, l'énergie était là. C'est ça qui est génial, c'est que on est monté très fort dans les tours et on était dans le dépassement de soi et dans l'émerveillement aussi, bah, évidemment, du paysage qui s'ouvre à nous. Ça, c'est inévitable, quoi. C'est-à-dire qu'on se nourrissait, non pas que de la nourriture qu'on avait, mais on se nourrissait, je dirais, de la beauté du paysage qui nous entourait, de tout ce qui était là autour de nous, et puis de voir les animaux et tout ça. Donc en tout cas, si un jour vous avez l'opportunité de, pas forcément faire le tour du Mont Blanc, parce qu'on parle un peu dans un trek qui est un peu plus compliqué que d'autres, mais vous avez d'excellents treks qui peuvent être à faire, tout ou en partie. Il y a notamment le GR34 qui fait toute la côte bretonne, hein, qui part quasiment de Saint-Nazaire, et qui doit aller, je pense, jusqu'en Normandie.
Alors je pense que j'organiserai un de ces quatre, en effet, une rando, partir quelques jours comme ça à un petit groupe. Et ce qu'on fait, c'est qu'on emmène un véhicule, je dirais, là où on veut se rendre au bout de trois jours, par exemple, hop, et on vient, et là, on laisse le véhicule au point de départ. Et ce qui fait qu'en fait, on va pouvoir cheminer comme ça pendant 2-3 jours avec l'étoile de tente. Et ce qui est vraiment magnifique, en fait, il y en a qui disent que le GR34, là, celui qui fait le tour de la Bretagne, là, par la côte, est un des plus beaux treks. En étant allé en Bretagne il n'y a pas très longtemps, mais c'est vrai que ce qu'il y a de magnifique là-dedans, bah, c'est la vue qu'on a avec l'océan, avec le minéral, avec le végétal, et c'est-à-dire qu'on a vraiment des paysages changeants, et c'est un trekking qui, physiquement, n'est pas compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de dénivelé, hein, il n'y a pas beaucoup de montée et descente. Il y en a quand même, mais c'est relativement plat. Donc c'est une expérience que chacun pourrait vivre, parce que là aussi on va vivre le dépassement de soi. Parce que c'est évident que marcher 6-7 heures par jour, si je vous dis demain, ok, pendant une semaine tu vas marcher 7 heures par jour, bah, vous allez me regarder comme ça, vous allez vous dire, bah non, je peux pas. À mon avis, il y a une phrase qui va venir, c'est non, je peux pas. Bah, ce que vous ne savez pas, c'est qu'en fait, vous pouvez très bien le faire. Et vous pourrez le faire. Et sans forcément avoir des douleurs partout, être éreinté et être KO tous les soirs. Sans forcément être à bout de souffle tous les soirs. C'est juste que votre corps peut le faire, mais vous ne le savez pas. Et en fait, votre corps ne le fait jamais parce que dans notre sédentarité qu'on vit avec notre vie professionnelle essentiellement, eh bien en fait, on n'utilise plus notre corps à bon escient. C'est-à-dire que faire du yoga, faire du footing, en effet, hein, faire du foot, ce que vous voulez, faire du tennis, de la course à pied, tout ça, bah, j'encourage tout le monde à en faire. Avoir une activité physique 1 à 2 fois par semaine, voilà, je dirais que c'est quasiment vital pour l'équilibre personnel et votre écologie personnelle. Là, on parle vraiment d'écologie personnelle, quoi. Mais quand vous vivez des instants comme ça, qui sont beaucoup plus intenses et beaucoup plus dans la durée, vous vous connectez vraiment à vous-même. Alors je vais me répéter, mais il y a votre mental, il y a votre cerveau, vous allez le décrocher au bout d'un moment et vous serez complètement vous-même. Vous vous sentirez beaucoup plus libre et vous vous sentirez vraiment en communion et en cohésion d'une avec le groupe. Ça, généralement, ça se fait assez facilement. Mais c'est surtout avec l'environnement avec lequel vous êtes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que de vivre des instants précieux et intenses avec la nature, eh bien, tout simplement, ça vous permet de vous reconnecter à votre vraie nature, à qui vous êtes vraiment au fond de vous, qui vous êtes réellement dans votre corps, dans vos émotions, dans vos ressentis. Et là, vous êtes pleinement vous. Et pour moi, c'est des expériences que tout le monde devrait pouvoir vivre et s'offrir cette opportunité de vivre ça une fois de temps en temps, tout simplement parce que ça fait du bien et on se lâche complètement des stress, des anxiétés, des colères qu'on peut vivre au quotidien, qu'on peut emmagasiner chacun, parce que quand vous faites une grande randonnée comme ça sur la durée, vous êtes seul avec vous-même. C'est-à-dire que si ça va pas, tu es obligé de marcher, tu dois avancer, tout simplement parce qu'il y a toujours ce but à la fin. Hein. À la fin de la journée, j'ai ce but-là, puis à la fin de la semaine, je vais avoir ce but-là. Le but, c'est de faire une boucle, ou en tout cas d'achever une randonnée. Mais donc, en fait, le mouvement, l'action, ces deux-là ne sont pas vains, il y a un but, et en fait, je vais et je peux y arriver. C'est toute une construction mentale qui se fait, et après, une fois qu'on a vécu ce genre d'expérience-là, je dirais que quelque part, on a vécu ça, et on peut l'appliquer dans d'autres domaines de la vie. Tout simplement parce que si vous avez des difficultés, que ce soit professionnelles, des difficultés familiales, des difficultés personnelles, etc., dans un projet particulier, ça peut être l'achat d'une maison, peu importe le projet, et ça vous prend la tête parce que ça n'avance pas, ça ne se passe pas comme vous voulez, ça vous contrarie énormément, vous savez que vous avez de la ressource en vous et que quelque part vous avez la capacité de surmonter ça. Ok ? Et il y a un exemple que je prends une fois de temps en temps lors des ateliers, c'est les femmes qui ont accouché connaissent cet événement-là, c'est-à-dire qui ont accouché de manière naturelle, par voie basse. C'est-à-dire ce qui se passe, c'est que au moment de l'accouchement, il y a tout le travail qui se fait, mais il y a un moment, on va vous demander un ultime effort, un énième effort, c'est allez-y, poussez, une dernière fois, et c'est là où bébé il sort. C'est-à-dire qu'à la limite, maman, ça fait 5 heures, ça fait 10 heures, ça fait 14 heures qu'elle est en train de fournir un effort, elle n'en peut plus, mais on va lui dire,
allez-y, dernier effort. Et elle trouve cette force en elle, et c'est grâce à cette ressource qu'elle arrive à trouver en elle que, eh bien, bébé va pouvoir sortir. Et des fois en atelier, en fait, je demande quand il y a des femmes qui sont là, donc il y a des femmes qui ont accouché, qui ont déjà vécu ça, et il y a des femmes qui n'ont pas accouché. Et puis, il y a moi aussi qui n'ai jamais accouché et qui n'accouchera jamais. Mais on peut tous se connecter à cet instant-là, à cette énergie-là, cette ressource-là, et vivre ça. Et bien, quand vous vivez ça, cette belle énergie, ce qui est génial, c'est que, imaginons un jour, vous êtes dans un moment de détresse, vous dites, bah non, j'en peux plus, j'y arriverai pas, je suis à bout de souffle, là, ça n'aboutit à rien, en gros, je suis au pied du mur et il n'y a plus rien. Eh bien, vous pourrez très bien vous connecter à cette énergie-là, à cet ultime effort-là, et vous dire, bah en fait, si, j'ai comme de la ressource. En fait, nous les humains, mais les animaux aussi, hein, y a pas de, mais là je parle plus des humains, parce que je pense qu'il n'y a que des humains qui me regardent ce soir en visio. Nous les humains, en fait, nous avons forcément des capacités auxquelles nous ne nous sommes pas connectés. Nous avons des capacités physiques, mentales, sensibles aussi, mais ce n'est pas le sujet de ce soir, mais nous avons forcément des capacités auxquelles nous n'avons pas l'habitude de nous connecter. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a certaines expériences de vie, notamment le fait de se surpasser physiquement, eh bien, quand vous les vivez, vous en sortez complètement changé, et ça peut semer des petites graines dans votre esprit. Et ces petites graines vont pousser, vont grandir, après chacune à son rythme, mais ça peut vous permettre, si vous voulez, eh bien de voir la vie de manière complètement différente, et de vous dire, ouais, je peux en fait, j'ai la capacité d'aller au-delà de ça. Je peux surmonter tout ça, je peux surmonter cette épreuve-là. J'ai réussi à surmonter cette épreuve de trekking, de randonnée, où j'en chiais, j'en pouvais plus, j'avais le pouls à 160, j'avais 15 kilos, 10 ou 15 kilos sur le dos, peu importe, c'est un exemple, 15 kilos. Mais donc j'ai su physiquement aller au-delà de mes limites, me surmonter. C'est pas ce truc-là qui va me gâcher la vie et qui va m'empêcher de vivre ce que je veux vivre. Donc en fait, je le sais en moi, je me le suis prouvé au moins une fois, que j'avais cette capacité, cette ressource en moi pour aller au-delà de ça. Mais je peux vous dire que c'est une expérience, eh bien ça vous apporte au-delà de l'expérience physique, ça vous forge comme un mental, comme un caractère. Et là, du coup, le mental n'est plus votre ennemi, il devient votre ami. Parce que c'est votre mental qui va vous dire, je peux aller au-delà de ça, je peux passer au-delà des limites. Parce que si vous écoutez votre partie émotionnelle, quelque part, c'est, je suis triste, je suis dépressif, je suis stressé, je suis en colère, il n'y a rien qui va. Ok, ça marche. Ça, c'est vos émotions, c'est aussi une partie de votre mental, c'est votre mental plutôt négatif. Mais un mental positif, ça va être, voilà, je ferme le point, c'est, non, non, je vais y aller et je vais passer au-delà de ça. Donc, c'est pas le sujet de soir, mais on peut se servir de notre mental à bon escient pour qu'il nous serve dans la vie et qu'il nous permette eh bien, de franchir les différentes étapes, différents obstacles. Alors, juste pour vous partager, moi, la première expérience que j'ai vécue de dépassement de soi, c'était quand j'étais adolescent, parce que j'allais en randonnée, et puis j'étais avec mon oncle, et lui il était devant, et moi j'étais derrière, et on avait un but, c'était de monter au sommet, et donc il fallait suivre, et en fait j'y arrivais, même si j'en chiais pendant une bonne partie de la montée. Et puis notre expérience, eh bien, c'est d'avoir tenté l'ascension du Mont Blanc. On avait tous les deux 15 kilos sur le dos, et c'était décoller en parapente du sommet du Mont Blanc, sauf que ça ne s'est pas fait, alors j'avais 21-22 ans. Mais donc, c'est une expérience unique. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà vécu ça, mais moi je l'ai vécu. Mais si un jour vous pouvez le vivre, vous allez voir qu'en effet, vous avez des limites à dépasser. Parce qu'en fait, on était à plus de 3800 mètres d'altitude, 15 kilos sur le dos, et on marche dans les neiges éternelles qui sont là-haut, là, au-dessus de l'aiguille du goûter. Et donc, en fait, vous faites un pas, mais vous avez votre pouls qui est à peu près à 160. Vous faites une bonne inspire-expire, vous faites un deuxième pas. Inspire-expire, autre pas. Mais en fait, votre pouls est toujours à 160, même si vous marchez, je dirais, à 2 km/h. Là, si, quelque part, vous ne vous dépassez pas, en fait, vous dites, ouais, mais non, moi je fais demi-tour, j'en peux plus, je suis fatigué, mais sauf qu'on allait décoller en biplace, en parapente. Donc c'est soit tu avances et on ira jusqu'au bout de l'expérience et on décollera en parapente, et si tu abandonnes là, t'es pas tout seul à rater l'expérience, il y a l'autre personne qui va voler en biplace avec toi aussi, qui ne vivra pas l'expérience. Donc c'est un niveau au-dessus que celui que je vous exprimais pour Cauterets ou pour le Tour du Mont Blanc, mais c'est pour vous dire que alors d'une, j'ai vécu ce genre d'expérience-là, donc quelque part je sais de quoi je parle, et ça m'a permis de me connecter à ce dépassement de soi. On peut aller au-delà de ses limites. C'est-à-dire que votre corps peut vous amener beaucoup plus loin que ce que vous croyez, et
je dis pas beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus loin. Et beaucoup plus, et peut vous emmener très longtemps, en fait, sans qu'il y ait de casse, sans qu'il y ait de fatigue excessive, parce que, en fait, votre corps est là pour ça. Vous avez un corps qui est parfait, qui est magnifique, et qui peut vraiment vous emmener au-delà de ce que vous croyez. Ça sera la conclusion pour ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée. Alors, si vous voulez liker, partager la vidéo, eh bien, n'hésitez pas. Blessure d'inexistence qui s'exprime ce soir. Non, non, ça on libère. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Et puis, à très bientôt. Au revoir.